La bande dessinée est-elle condamnée à disparaître, supplantée par des loisirs plus faciles d'accès et moins onéreux? Son manque d'attractivité pour le public est-il lié à un manque de créativité de la part des auteurs et des artistes? Et finalement, est-ce que les lecteurs les plus assidus ne sont pas les fossoyeurs de leur propre passion? Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, ensemble on parle comics et culture populaire, et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de faire le point sur un vaste sujet, l'avenir de la bande dessinée. Avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de Spotify à iTunes, en passant par Deezer, YouTube Music ou Podcast Addict. N'hésitez pas à lâcher des likes, des étoiles et à partager l'émission autour de vous pour soutenir mon travail. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement mensuel ou annuel sur Substack pour m'aider à bosser dans de meilleures conditions. Et si vous voulez lire les bouquins recommandés dans cet épisode, vous trouverez dans la description tous les liens utiles pour vous les procurer en 2 clics chez nos amis de Comic Zone. Maintenant que la réclame est faite, passons aux choses sérieuses. Bon, on va pas se mentir, si vous êtes là, c'est parce que comme tout le monde, vous avez une petite curiosité morbide pour les discours alarmistes. Le pessimisme attire les masses, et c'est d'autant plus vrai dans les milieux de niche, par nature fragile et confidentielle, où il suffit parfois d'un rien pour faire pencher la balance du mauvais côté. Si bien que certaines communautés de passionnés finissent presque par ressembler à des sectes apocalyptiques, attendant impatiemment le jour du jugement dernier. Une mécanique que l'on retrouve partout, y compris chez les lecteurs de BD. Et là, attention, je parle bien de la bande dessinée au sens large du terme. Franco-belge, manga, comics, webtoon, appelez ça comme vous voulez, pour moi, ça reste de la BD. D'ailleurs, la première étape pour envisager la bande dessinée du futur, c'est sûrement d'en finir avec la classification par format. Sur le plan sémantique, des mots comme comics et manga veulent dire exactement la même chose. Ils évoquent des images ou des séries d'images ayant pour but de divertir. Et à partir de là, on peut légitimement commencer à se dire que chercher à systématiquement les opposer ou les comparer est une démarche absolument vaine. D'autant plus quand l'objectif final est de déterminer une hypothétique supériorité de l'un par rapport à l'autre. Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto n'est pas moins de la bande dessinée que L'Incal de Moebius et Jodorowsky, qui n'est pas moins de la bande dessinée que Youngblood de Rob Liefeld. Je sais que certains et certaines ont le poil qui se hérisse à cette idée, mais vous m'en voyez désolé, quelles que puissent être vos convictions, c'est factuel. Et la qualité de chacune de ces œuvres n'est en rien liée au format dans lequel elles ont pu être publiées. Pour moi, la classification par genre est bien plus flatteuse pour une œuvre et bien plus parlante pour le public. Science-fiction, western, fantasy, super-héros, drame, récit autobiographique, la BD est un terrain de jeu infini pour ses auteurs et ses autrices. Et cloisonner au format plutôt que de montrer la richesse des genres présentés a par exemple longtemps porté préjudice au manga, qui était résumé comme un médium simpliste. Montré par les médias généralistes comme une sorte de genre global sans nuance, dépeignant des bagarres abrutissantes et sans fin, et ayant pour seul texte des onomatopées. Ce n'est qu'avec le temps, et grâce au travail de passionnés impliqués, que la richesse des thématiques présentes dans la bande dessinée japonaise a été mise en évidence. Certains éditeurs ont également cherché à séduire un nouveau public en faisant varier le format original des œuvres de leur catalogue. Si les retours critiques envers cette politique sont parfois très virulents, eh bien, pour moi, l'erreur n'est ni de vouloir copier le manga pour surfer sur son succès, ni de chercher à effacer le format comics pour toucher des lecteurs de franco-belge, ni à abandonner le cartonné pour le souple, mais à l'inverse, de vouloir enfermer la bande dessinée dans des cases. Et oui, c'est un drôle de paradoxe. Cette vénération d'un sacro-saint format intouchable rejoint un autre point que je voudrais aborder, l'omniprésence d'une forme de nostalgie émanant d'une partie du lectorat qui a tendance à virer au passéisme le plus primaire. L'idée selon laquelle les productions actuelles seraient moins qualitatives que celles des années 70, 80 ou 90, j'en ai déjà parlé dans un épisode consacré aux comics de super-héros, c'est du gros bullshit qui découle avant tout d'une mémoire très sélective et d'un passé glorieux fantasmé. Le fameux « c'était mieux avant », martelé par d'anciens lecteurs, persuadés que leur âge ou le fait d'avoir payé leur bouquin en francs leur permet de détenir la vérité absolue sans jamais se remettre en question, est même particulièrement irrespectueux envers les artistes qui font vivre la bande dessinée d'aujourd'hui. D'autant plus qu'on sait que leur statut est fragile et souvent précaire, et que, en France par exemple, très peu de scénaristes, de dessinateurs ou de dessinatrices peuvent espérer vivre de leur art sans avoir à craindre pour leur avenir. Sans parler du développement à vitesse grand V de l'intelligence artificielle et de tous les individus peu scrupuleux qui se sont engouffrés dans la brèche, persuadés qu'il était de bon ton d'avoir recours au financement participatif pour produire des pseudo-bandes dessinées à l'esthétique random et aux personnages acidois.
Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il n'y a pas de mauvais outils, seulement de mauvaises façons de s'en servir. Mais clairement, oser dire qu'on aime la BD alors qu'on vole soi-même le travail des artistes avec une IA, c'est un comportement que j'ai un peu de mal à concevoir. Et ça, peu importe l'excuse qui sera utilisée pour le justifier. Parmi les nombreux défis qui attendent la bande dessinée de demain, il y a aussi la concurrence de tous les autres canaux de divertissement qui s'offrent à nous. Comment un bouquin à 20, 25 ou 30 balles, qui sera lu en 1 heure ou 2, peut-il rivaliser avec un abonnement à une plateforme de streaming qui, pour 2 fois moins cher, offre un colossal catalogue de films et de séries? Alors évidemment, la télévision n'a pas tué le cinéma, le jeu vidéo n'a pas tué la télévision, et ainsi de suite, mais ce qui est sûr, c'est que les créateurs, les éditeurs et les lecteurs doivent repenser la place de la BD dans une société mondialisée et hyper connectée où tout va très vite, et où l'accessibilité rime encore avec difficulté pour beaucoup, tant sur le plan pratique que financier. Tout le monde n'a pas une médiathèque à portée de main, tout le monde n'a pas des dizaines voire des centaines d'euros à dépenser en bouquins chaque mois, et la culture compte bien souvent parmi les premiers domaines sacrifiés sur l'autel des économies quand il faut choisir entre manger et se divertir. Autant de facteurs alarmants qui pourraient nous laisser penser que la bande dessinée est en passe de devenir un art d'un autre temps qui sera peu à peu oublié au profit d'autres modes d'expression plus modernes. Pourtant, tout le monde ou presque a été lecteur de BD au moins une fois dans sa vie, ou l'est au moins une fois de temps en temps, même si ce n'est qu'en se plongeant dans les pages du nouvel album d'Astérix une fois tous les 2 ans. Chacun et chacune d'entre nous a une histoire avec la bande dessinée, et un rapport particulier avec un personnage, une série ou un univers qui l'a marqué dans son parcours de lecteur ou de lectrice, aussi éphémère soit-il. Et pour relancer cette histoire, ou la faire perdurer, je pense qu'il est important de continuer à vanter les mérites d'œuvres qui passent sous les radars, alors qu'elles ont toutes les qualités pour conquérir un large public. Vous l'avez peut-être compris, pour moi, l'avenir de la bande dessinée passe avant tout par un enchevêtrement culturel, et par l'hybridation des styles et des formats, mais aussi par une réinvention des genres classiques qui ont forgé la culture populaire. Et les quelques recommandations que j'ai à vous faire vont pleinement dans ce sens. Comme je le disais, il est de bon ton pour certains d'opposer bêtement comics et mangas sans chercher à aller plus loin. Mais il existe heureusement de nombreux exemples de l'influence mutuelle entre ces deux formats, parfois jusqu'à ce que toute différenciation soit impossible. Parmi ces derniers, il m'est difficile de ne pas citer le désormais incontournable travail de l'incroyable Peach Momoko. Dans Demon Days et sa suite Demon Wars, à retrouver en version française chez Panini Comics, Momoko nous propose de suivre Mariko dans un voyage au pays des yokai, ces créatures légendaires issues du folklore nippon. La jeune fille part en quête de ses origines dans un fabuleux périple, dans lequel les héros Marvel se changent en monstres et en oni. Le trait de Peach Momoko est un vrai plaisir pour les yeux, tout comme sa colorisation organique et fluide. On se prend au jeu de reconnaître les personnages de la Maison des Idées revisités à la sauce des mythes japonais, et le résultat est absolument unique en son genre. Peach Momoko, c'est l'une de mes artistes coup de cœur de ces dernières années, et je ne peux que vous encourager à la suivre de très très près. Autre étoile montante à suivre, mais dans un genre très différent cette fois, Chrome, qui signe avec Daniel Friedman, Bird King, dont le premier tome est paru en français chez les Humanoïdes Associés. Les lecteurs et les lectrices y font la connaissance de Bianca, apprentie d'un mystérieux forgeron qui part à l'aventure en compagnie d'un étrange revenant, Bird King. Dans un monde impitoyable, déchiré par la guerre, la jeune femme pourra-t-elle vraiment compter sur ce gardien fantomatique silencieux pour arriver à bon port ? Le premier volume plante le décor et ouvre de nombreuses pistes pour le voyage initiatique qui attend Bianca. Si la série débute de façon plutôt classique, elle brille principalement par son univers de dark fantasy et par le trait de Chrome, dont la simplicité n'a d'égal que l'efficacité. Bird King est une rencontre très naturelle entre différents courants de la bande dessinée moderne, qui mêle avec beaucoup d'habileté action épique et onirisme sépulcral. C'est pour moi un essentiel à découvrir sans attendre, d'autant plus que l'édition proposée chez nous est vraiment pas dégueulasse. Comment parler de l'évolution de la bande dessinée sans évoquer le label 619 et toutes les belles choses qui y sont proposées par Run et ses acolytes ? L'un de mes plus gros coups de cœur chez eux, c'est sans hésitation Okaei de Neyef, une pépite qui traite de vengeance et d'héritage culturel. George, un jeune amérindien, est élevé par un pasteur, loin de ses origines et de la culture de la tribu Lakota. Quand sa route croise celle de Little Knife et de ses compagnons, le garçon prend peu à peu conscience de la façon dont le patrimoine et l'histoire de son peuple lui ont été retirés. Le voyage qu'il entreprend alors est autant physique que psychologique, une quête pour retrouver ses racines et le véritable sens de la liberté. Impitoyable envers ses protagonistes, aussi critique que documenté quant à la politique d'acculturation menée par les États-Unis envers les natifs américains,
Okae est une œuvre qui parvient à montrer le plus sombre visage de l'être humain dans des paysages dont la beauté et l'immensité n'invitent qu'au rêve et à la sérénité. Un tour de force qui participe grandement à la tension du récit et à l'implication du lecteur. Graphiquement, Neyev fait un travail de découpage et de colorisation absolument magnifique. Certaines planches sont à couper le souffle et une véritable émotion s'en dégage. Je tiens aussi à souligner le soin apporté à la fabrication des ouvrages depuis l'arrivée du label 619 chez Rue de Sèvres. Les bouquins sont vraiment pensés en fonction de leur contenu et de l'univers qui y est présenté. Comme j'avais déjà pu le constater avec A Short Story, la qualité est vraiment au rendez-vous et tout ça pour un tarif plus que convenable. Toujours du côté des productions Made in France, je me devais de mentionner l'excellente série Yojimbot de Sylvain Repos chez Dargo. Dans un monde devenu hostile pour les humains, un robot samouraï prend sous son aile un jeune garçon mystérieusement poursuivi. Difficile pour Hiro de savoir à qui se fier dans cet univers post-apocalyptique où l'aide des Yojimbot ne sera pas de trop pour partir en quête de ses origines. L'univers développé par Sylvain Repos est fascinant, distillant à chaque page de nouveaux éléments d'un monde dévasté livré aux machines, et la partie graphique est à tomber, appuyée par une colorisation impeccable. Yojimbot est une saga de SF hyper accrocheuse, riche en rebondissements, et qui brille par le dynamisme de ses scènes d'action, dont le style hybride représente pour moi ce que l'association des différents courants de la pop culture d'aujourd'hui peut produire de meilleur. La série complète est prévue en 4 tomes, et pour moi c'est un grand oui. Petite parenthèse pour rappeler que Okae et Yojimbot ont d'ailleurs été sélectionnés et récompensés dans plusieurs festivals, notamment à Angoulême, et que, dans les deux cas, ce sont des œuvres qui sont idéales pour encourager les ados à se mettre à la BD, tout en restant plus que pertinentes pour un lectorat adulte. Sinon, j'ai aussi sous le coup d'une belle démonstration qu'on n'a pas besoin du format comic book pour faire une bonne histoire de super-héros, avec Evol de Atsushi Kaneko chez Delcourt Tonkam. Dans ce manga, des ados qui avaient décidé de mettre fin à leur jour se réveillent, bien vivants et désormais détenteurs de pouvoirs habituellement réservés à une caste de justiciers costumés. Sous couvert d'un récit punk qui pourrait être une sorte de cousin éloigné de The Boys de Garth Ennis et Darick Robertson, Kaneko traite du malaise adolescent et d'une société déshumanisée dans laquelle beaucoup de gens restent sur le bord de la route sans perspective d'avenir. Un seinen percutant qui plus est présenté dans un beau format cartonné très plaisant dans sa version française. Dans un tout autre genre, j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome de Barbaric par Michael Morrissey, Nathan Gooden et Addison Duke chez Urban Comics. Owen était un barbare comme les autres, ayant pour seul objectif de trucider tout ce qui passait à sa portée, jusqu'à ce qu'une malédiction ne le force à faire le bien. Accompagné de sa hache magique assoiffée de sang et beaucoup trop bavarde à son goût, il doit désormais y réfléchir à 2 fois avant de massacrer le premier kidam venu. Et quand sa route croise celle d'une jeune nécromancienne, une toute nouvelle aventure va commencer pour Owen. Beaucoup de fun, une odyssée hyper accrocheuse, de la baston bien bourrine, un trio très attachant et chez qui on ressent une vraie complexité latente, ce premier volume de Barbaric est un sans faute. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à autant kiffer cette lecture. Avec une offre découverte au prix de 10 € pour le tome 1, il n'y a aucune hésitation à avoir, d'autant plus que la série est super accessible et pourra même servir de point d'entrée à l'univers des comics pour des lecteurs néophytes qui seraient plutôt habitués au manga en temps normal par exemple. Évidemment, la liste des titres que j'aurais pu vous conseiller est encore très longue. J'aurais pu vous dire d'aller découvrir Copra, l'un des aboutissements du genre super-héroïque signé Michel Fifé, dont je vous ai déjà parlé dans un autre épisode. J'aurais pu vous recommander d'aller jeter un œil aux travaux du duo formé par Ed Brubaker et Sean Phillips, devenus les maîtres incontestés du polar hard-boiled teinté de chronique sociale, dont j'ai par exemple lu récemment Là où gisait le corps, une enquête relatée comme une sorte de documentaire, où se croisent différents personnages au parcours de vie complexe qui reflètent la société des États-Unis durant les années 1980. Un vétéran du Vietnam, une femme au foyer qui s'ennuie, des ados paumés ou encore une gamine qui rêve d'être une super-héroïne pour échapper aux discriminations. Avec sa galerie de protagonistes absolument géniale et une intrigue qui vous happe instantanément, c'est peut-être l'un des meilleurs récits pour découvrir le travail de Brubaker et Phillips, et c'est disponible en français aux éditions Delcourt. Plus globalement, je vais surtout vous inviter à ne pas rester bloqué sur des préjugés d'un autre âge et à aller creuser le catalogue des éditeurs de bande dessinée, tout format confondu, pour vous rendre compte par vous-même que les derniers a priori que vous pouviez avoir n'ont plus lieu d'être. Pour terminer, je n'ai assurément pas la prétention d'avoir ratissé toutes les problématiques qui gravitent autour du sujet de cet épisode, et encore moins d'y apporter des solutions toutes faites. Aujourd'hui, je vous ai parlé de fantasy, de super-héros, de western, de science-fiction, de thriller, et c'est la preuve que la bande dessinée, ça reste un médium qui n'a pas besoin de grand-chose pour exister, et qui ne pâtit pas des mêmes impératifs qu'un blockbuster pensé pour le cinéma.
Dans une BD, pour organiser un combat de monstres géants ou une bataille épique entre une horde d'orques et une légion d'elfes, il suffit simplement d'une feuille de papier et d'un crayon. La seule limite, c'est l'imagination des scénaristes et des artistes. Dans toute forme d'art, l'immobilisme est synonyme de mort, et je crois que ce qu'il faut faire avant tout, c'est stimuler la curiosité du public et inciter les éditeurs à sortir de leur zone de confort pour donner l'opportunité à de nouvelles générations de créateurs de vivre dignement de leur travail. La nouveauté et l'appétence pour celle-ci forment un cercle vertueux qui ne peut faire que perdurer le 9e art et le mener sur des sentiers encore inexplorés. Et enfin, en tant que lecteur ou lectrice de BD, la chose la plus simple que vous puissiez faire, c'est donner envie aux autres d'en lire, et c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et partagez l'émission autour de vous. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur Substack et évidemment jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.